on va mettre comme ça. La question du comment, qui me rappelle, a été à peine abordée. Elle sera développée plus définitivement dans d'autres ateliers, d'autres débats. La parole est à vous. Gilles Daniel de manière porteur du NPEP. Je me retrouve évidemment en plein avec tout ce qui a été dit. Je voudrais juste rajouter peut-être un élément pour ce qui est de l'Union européenne et de l'euro. Tous ces arguments sont tout à fait bienvenus. Il manque peut-être celui de l'aspect institutionnel et politique de cette construction. C'est-à-dire que, bien sûr, ça a été mis en place par les Américains dans le cadre de la guerre froide pour pouvoir organiser plus facilement un marché économique qui fasse face aux points d'en face et qui soit facilement instrumentalisé. Enfin, c'est peut-être pas le terme. Mais, et puis après, tout ce qu'on connaît sur le néolibéralisme qui est passé principalement en Europe par les acteurs de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça n'a pas commencé en 1956. Hein. Il faut lire le bouquin de François Delors sur le néolibéralisme à la française. Et une bonne partie des cadres, même de la reconstruction, étaient déjà impliqués là-dedans. Simplement, ils avaient une marge de manœuvre extrêmement serrée et qui est devenue de plus en plus large au fur et à mesure des décennies. Et ils sont passés toujours prioritairement par l'Union européenne. Mais il y a un autre aspect, moi je pense, c'est celui du démantèlement systématique des parlements. C'est-à-dire qu'il y a une architecture institutionnelle dans l'Union européenne qui est faite pour que les lois puissent être faites directement par les gouvernements, par un aspect assez détourné. Mais faisant injure aux définitions de base institutionnelles qui veut qu'il y ait séparation des pouvoirs, c'est une des règles de l'état de droit. Actuellement, et depuis actuellement, de plus en plus, depuis le départ également, c'est pareil, hein, depuis 1956, l'architecture institutionnelle de l'Union européenne fait en sorte que les gouvernements puissent déterminer les lois en dehors des parlements. Les parlements restent là, bien sûr. Et en plus, on y a rajouté le Parlement européen. Tout le monde sait que le Parlement européen est un parlement d'opérette. Mais les parlements nationaux restent là et ne définissent plus et n'impulsent plus le contenu des lois. Et ça, c'est une utilité gigantesque au niveau politique pour les classes dominantes. Parce que les parlements étaient le vecteur, dans le combat électoral, des rapports de force politiques. On peut avoir des choses à dire sur la représentativité, les élections, le parlementarisme. Il y a bien des choses à dire. Il n'en reste pas moins que c'était un vecteur puissant des rapports de force politiques dans les moments électoraux. Eh bien, grâce à l'Union européenne, et ce par construction et au niveau institutionnel, les lois ne sont plus faites dans les parlements nationaux. Et ils ne sont pas faits non plus dans le Parlement européen. C'est-à-dire qu'il y a la disparition des parlements. Et les gouvernements peuvent établir les lois dans les couloirs, par le biais de la Commission européenne et d'autres biais, directement. Et ça, c'est un vice démocratique absolument essentiel et qui doit être relevé. C'est-à-dire que on entend souvent dire que c'est une construction fédérale. C'est pas du tout une construction fédérale, c'est une construction qui vise à dissoudre les souverainetés nationales et à faire disparaître le Parlement dans la création de la loi. Bon, Sergent Rossi, porte-parole du Val d'Oise, 95. Je veux prolonger l'étude de sondage. Les deux comités locaux d'attaque du Val d'Oise viennent de fermer boutique. Ils continuaient de cogiter dans le cadre de l'Union européenne, ce que l'on peut faire, comment on peut réagir pour défendre la population, mais ça n'intéresse plus personne. Donc, on s'arrête de travailler.
l'impression que le Congrès national prolonge le sondage que nous a énuméré Jacques. Et ponctuellement, dans la ville, les conseils municipaux qui sont en train de préparer les élections municipales, et quelqu'un que je connaissais bien, un artisan, est venu me voir. Il a dit donc, je crois que cette année, pour monter la liste des Front National, on ne va pas avoir de problème, on n'a pas à aller chercher, ils viennent de voir. Et ils ont donc fin octobre 11 femmes et 2 hommes. Et c'est très différent, je trouve, que d'avoir 11 hommes et 2 femmes. Je suis de l'autre Corrèze. Pas encore adhérent du voilà. Moi, je pense que l'utilité de cette réunion, c'est aussi de voir comment on peut davantage encore avancer pour gagner cette idée de sortie de l'UE, de l'Union européenne, et puis de l'euro. Alors, tu as fait état, je connais les prises de position, de Todd, etc. C'est hyper intéressant, d'autant qu'Emmanuel Todd est dans une démarche aussi, qui est quand même celle du CNR aussi, ce que je ressens au travers de ces bouquins. Bon, alors, aussi, je lis ce que sort Respublica aussi, Léonard Pépère, etc. C'est quand même intéressant, même s'ils ne sont pas tout à fait dans cette démarche-là, ils y sont presque, je pense qu'ils y vont. Hein, d'autant qu'ils sont quand même dans le front de gauche. Ils ont l'idée de combler, en étant à l'intérieur du front de gauche, les vides idéologiques comme et puis des membres comme celui sur l'Europe. Aussi, il faudrait que je ne sais pas si tu l'as dans les sondages, faire attention parce que moi quand je discute, je ressens qu'il y a un ras-le-bol par rapport à l'Union européenne, mais il y a un décalage par rapport à l'euro. C'est pas automatique, les deux sont pas liés. Il y a encore davantage d'illusions, à mon avis, sur la nécessité de rester dans l'euro. Est-ce que ça apparaît ça dans les sondages d'opinion pour vérifier ce que moi je ressens. Aussi, j'ai nettement l'impression que ces illusions par rapport à rester dans l'euro et l'Union européenne, c'est davantage ancré dans les têtes à gauche. Dans la gauche dont on parlait hier après-midi. Des gens de mélange socialiste, front de gauche, etc. Alors, est-ce qu'au niveau des sondages, on a des différenciations d'opinion par rapport à cette idée de sortie de l'euro et puis de l'Union européenne? Aussi, pour en terminer, je parlais du POI. Alors, moi, je suis très circonspect par rapport au POI. Par rapport à un passé que j'ai connu avec le travail du POI, son entrisme dans les organisations syndicales. Bon, je connais des organisations qui sont complètement noyautées par le POI, comme la Libre Pensée, par exemple, qui fait des choses certes intéressantes, des plans de laïcité, etc. Notamment en Vienne, ils ont une activité importante. Ils auraient pu venir, ils ne sont pas là, hein, je les connais bien. Son responsable en Vienne, de la Libre Pensée, qui est une fer de lance du POI, c'était le responsable de l'Union départementale Force ouvrière de Paris. C'était moi à Paris, notamment à la commission exécutive de l'Union départementale, où c'était des briseurs de grève, etc. On a casseur de membrée, en fait. Et bon, il n'y a pas longtemps, je me suis
retrouver au même endroit, dans un endroit, mais je ne développe pas, que Blondel, qui est un membre du POI. Et j'apprends il n'y a pas longtemps que Blondel, c'était un digne successeur de Botreau et compagnie. Il avait l'habitude de déjeuner, je dis ça à Sauvagnac, qui a été le gars du MEDEF, lui aime avec le pognon, etc., mis de la caisse noire, son bras droit déjeunait régulièrement avec Blondel. Alors moi, le POI, je prends avec beaucoup de précautions pour discuter avec ces gens-là. Au niveau de l'historique. Le POI, ça te plaît? Parti ouvrier indépendant. Héritier du parti des travailleurs. C'est la troisième branche des mouvements trotskistes. Voilà, c'est trotskistes. Il y a trois branches. La branche LPA, la branche ouvrière et la branche POI, avec des filiations, évidemment, au départ il y a Trotsky, mais après il y a toute une série de choses. Bon. Puis je termine en disant par rapport à... On citait hier il on a parlé du bouquin d'Annie Lacroix. Il y a un fascicule remarquable sur l'historique de la naissance de l'Union européenne, que j'ai en fascicule, qui est remarquable, y compris par rapport au travail de la CIA. Quand tu parles de SPAC, c'était un employé de la CIA. Il y a un bouquin sur la CIA qui a été fait par un journaliste d'investigation qui est sorti cet été, qui est accablant, et on voit très bien comment les Américains ont travaillé. J'oubliais de dire aussi par rapport tu parles de Cédric Durand, j'ai découvert ce bouquin, moi, avec un échange avec Sapir. Sapir, je ne sais pas si vous l'avez, ça. Voilà, c'est ça, voilà. Avec les insuffisances que Sapir met en avant sur ce bouquin, mais enfin, il considère qu'il est vachement positif. Il y a un débat qui est aussi une vidéo. Non, c'est pas une vidéo, c'est arrêt sur image. Ce débat entre Mélenchon et Sapir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est éclairant. Pourtant, Mélenchon, c'est quand même un sacré débatteur, y compris économique, quand il passe chez Pujadas, etc., il arrive à... Mais il était complètement acculé à la fin, il ne savait plus quoi dire par rapport à l'argument que lui avait tranquillement Sapir sur la nécessité de sortir de l'euro. Voilà. Alors, ça, c'est quand même un élément de confiance. Alors, si c'est quelqu'un qui réfléchit et qui, bon, il peut aussi en avoir tiré des leçons de ce genre de débat. Et plus encore que sur la sortie de l'euro, on a centré notre discours sur le discours économique et social. Et pour une bonne raison, c'est que l'argument qui est défendu par les pro-Union européenne, et non pas les pro-Europe, différents, mais les pro-Union européenne, c'est l'argument économique. C'est l'argument de la peur. Si vous sortez de l'Union européenne, c'est la ruine, la misère, le chaos. Donc il faut avoir un argumentaire économique et social qui soit solide. Après, il ne faut pas pour autant répéter deux choses, qui est l'argument institutionnel, qui est quand même l'essence de la politique, c'est vivre ensemble avec une organisation politique qui reflète des aspirations collectives. Donc avoir effectivement un gouvernement, une commission qui est nommée par des gouvernants, avec des parlements qui sont dans l'obligation de retranscription européenne. Je rappelle juste un exemple, l'exemple du Conseil d'État qui a déclaré illégale la suspension des cultures OGM, puisque non conforme au droit européen, et que les pénalités, ça varie, mais les pénalités pour retard de retranscription de directives européennes, on est à 124 000 € par jour. Imaginez 124 000 € par jour, par directive non retranscrite, donc il n'y en a pratiquement qu'une. Moi, le point sur lequel je voulais insister, c'était sur le point culturel. Et ça, c'est justement l'enjeu mythique de l'Union européenne. C'est de s'apercevoir que de méthode Coué de dire
l'Union européenne, ça existe, et donc forcément on soit les Européens, c'est le point de combat, c'est le point de combat mythique. On se bat sur le mythe de l'Union européenne, déesse de la paix, née de la leçon qu'on aurait pris avec la guerre, et il y a tout un attirail dans le développement mystique de la chose, c'est un attirail culturel. C'est ce que vous avez entre vos mains, c'est à savoir votre permis de conduire, aujourd'hui qui va changer, le permis de conduire européen, c'est votre monnaie, c'est votre passeport, c'est d'abord marqué Union européenne, et ensuite République française. Donc il y a tout un ensemble, donc d'accord, il y a une assise aussi qui est législative, qui est normative, c'est les plans d'immatriculation. On est en train de rendre le fait que l'Union européenne aujourd'hui statue sur des choses comme celle-ci qui ne sont pas au cœur des grands problèmes de la population, c'est pas les plans d'immatriculation, non, ça c'est des attributs symboliques dont on a compris que parce qu'elles étaient dans le quotidien des populations, parce qu'elles étaient dans tous les jours, c'est ça qu'il fallait être sur ça. Donc aujourd'hui, quand on regarde le focus qui est fait sur le côté culturel, on voit qu'il y a un combat culturel qui est mené. Et de faire de 27 un seul, on perd la diversité culturelle. C'est pas on est en train d'exalter la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est à l'inverse de ce qui est en train de faire l'Union européenne. On est en train de faire une différence de 27. On peut avoir 27 idées différentes. En compte, cette richesse pour construire quelque chose à un. Il y a encore un qui n'est même pas différent, qui n'a même pas de grosse différence avec la culture néolibérale américaine. Donc c'est sur ce point-là de la culture, j'aimerais qu'il y ait une assistance plus grande, même aussi des drapeaux par exemple. Le drapeau de l'Union européenne sur l'Opéra de Paris, on expliquera ce que l'Union européenne a à voir avec l'Opéra de Paris. Et dernière chose, comment on applique le programme, mais tactiquement, quelle est la voie privilégiée pour opérer ce rassemblement anti-Union européenne? Quelle est la voie tactique? Bonjour, Jean Castagnier du groupe. Sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, nous sommes presque là, dans cette salle, presque tous convaincus. Mais je voudrais vous inviter à une petite réflexion ou un travail à venir sur un peu les causes des causes de cette Union européenne, de cet euro, à savoir les intérêts du patronat et notamment des multinationales. Souvenons-nous que les premiers pas de l'Union européenne, avant qu'elle ne s'appelle comme ça, s'appelait la CECA, c'est-à-dire une organisation, une alliance des entreprises de multinationales du charbon et de l'acier. Depuis ce temps-là, et bien évidemment, les entreprises multinationales se sont développées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est un petit peu l'outil institutionnel, et l'euro même, des intérêts de ces sociétés multinationales qui, bien évidemment, si elles sont multinationales, ont tout intérêt à détruire les souverainetés nationales de chaque État et à instituer des systèmes politiques qui soient propres à leur développement. Aujourd'hui, et l'INSEE vient de sortir un document sur le sujet, plus de la moitié des biens et des services que nous consommons tous en France proviennent des sociétés multinationales et plus des artisans locaux. Je
crois que c'est 47% des salariés de l'industrie du commerce en France, donc oui, sont salariés de sociétés multinationales. Cette recherche des causes est un peu utile, me semble-t-il, à notre réflexion sur l'euro, pour approfondir et pour voir les intérêts en amont de l'Union européenne, l'Union européenne n'étant que l'outil politique de ces sociétés. Donc c'est là, mais c'est une invitation parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire au MPEP sur le sujet.